Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur Cam News 24 pour cet autre entretien avec un invité de marque. Le président du groupe École de commerce des Lions est avec nous, Hervé Diaz, bienvenue au Cameroun. Merci, bonjour Ghislain Conga. Alors, avec vous, on examinera le partenariat avec l'association de la communauté du Grand Nord. On parlera également de la convention de partenariat signée entre l'école de commerce des Lions et l'Institut supérieur de management ISMA au Cameroun. Et puis, bien évidemment, on parlera d'autre chose au cours de ce programme. D'entrée de jeu, vous êtes au Cameroun pour la première fois? Tout à fait, c'est la toute première fois. Je suis arrivé à Douala hier. Alors, comment vous sentez-vous depuis quelques heures? Alors, je me sens très très bien accueilli par les personnes qui m'ont accueilli sur votre territoire. Je découvre, alors je ne découvre pas l'Afrique, hein, je suis très fréquemment présent en Afrique, mais par contre je n'étais pas présent au Cameroun. Et donc ça va très bien, on a un rythme un petit peu chargé pendant ces 2-3 jours où je serai présent, mais c'est bien, l'accueil est parfait. Eh bien, il faut préciser qu'on parlera d'entrepreneuriat dans un premier temps. On parlera également de la transition digitale. Il convient de souligner également que les deux partenariats sous lesquels nous allons accentuer notre échange ont été rendus possibles grâce au docteur Mohamedou Bayo Fadil, qui a été élevé à la dignité de docteur honoris causa par le groupe École de commerce des Lions, dont vous avez la charge de la présidence. Eh bien, alors, on vous pose la question de savoir, qu'est-ce qui vous amène au Cameroun? Alors, vous l'avez dit, ce qui m'amène au Cameroun, c'est un ami qui est le président Fadil, qui a des ambitions pour ses compatriotes, et notamment s'agissant de la transmission des savoirs, des connaissances et sur l'écodiplomation, et c'est évidemment sur l'entrepreneuriat. Donc c'est un chef d'entreprise. Il est docteur honoris causa, effectivement, de l'école de commerce de Lyon, à l'instar de chefs d'État, du Premier ministre de Belgique, du président Touadéra. Et pour cela, eh bien, simplement parce qu'il a une action vers la durabilité, c'est-à-dire vers le développement économique et le développement sociétal et évidemment écologique, qui est importante. Et de cela, il a été remercié et effectivement élevé à cette distinction. Il nous a confié une demande et nous exécutons. Il a demandé à ce que nous proposions une solution, un campus digital, pour que le plus grand nombre, et notamment pour la CGN, c'est-à-dire la Communauté du Grand Nord, que les jeunes aient accès à ces informations indistinctement de leurs conditions de revenus, c'est-à-dire pour démocratiser l'accès à la formation supérieure. Alors, vous parlez de formation supérieure. Alors, quelles sont les offres offertes justement par le groupe École de commerce des Lions, qui est réputé, qui est reconnu parmi les meilleurs dans le monde entier? Alors, vous faites beaucoup d'honneur. Nous sommes un modeste groupe indépendant, mais nous sommes effectivement présents dans 15 pays dans le monde, notamment aux États-Unis, en France et en Asie beaucoup. L'offre que nous faisons est plurielle, c'est-à-dire que le président Fadil nous a demandé de raisonner à être impactant pour le plus grand nombre, pour permettre l'émergence d'un entrepreneuriat de plus en plus important. Cet entrepreneuriat doit permettre l'élévation sociale, c'est-à-dire de permettre à tout à chacun de déplafonner ses revenus. Puisque le constat est malheureusement qu'une grande majorité de vos compatriotes reste à 150, 200, 300 000 francs CFA, et alors qu'il y a des potentialités qui sont considérables. Et donc ce premier sujet est de permettre à un maximum de jeunes d'avoir accès à ces cours, indépendamment de leurs revenus, c'est-à-dire en gratuité. Le deuxième sujet est de permettre à certains jeunes, ceux qui en sont en capacité, déjà parce que physiquement ils peuvent se déplacer, de venir faire une codiplomation avec un partenaire où là ils auraient des cours en présentiel, ce qui est une autre forme de didactique et d'enseignement. Et là, le partenaire que nous a présenté le président Fadil est la société ISMA, donc c'est une école de commerce qui est présente depuis 1999 sur Douala, et qui a effectivement les conditions d'accueil, de réussite. Nous avons 1 an pour construire ce partenariat de manière pérenne, et notamment amener des conditions d'accueil technologiques particulières, puisque vous avez compris qu'en sous-jacent, on a 2 objectifs, puisque nos formations sont objectivées, c'est l'entrepreneuriat et la transition digitale.
Voilà, donc pourquoi transition digitale? Simplement, mais je l'expliquerai à des jeunes tout à l'heure, le monde change. Je vous l'expliquais tout à l'heure hors antenne, le plus grand taxi du monde maintenant n'a pas un seul taxi, c'est Uber. Le plus grand hôtel du monde n'a pas un seul hôtel, c'est Airbnb. Donc, et il crée de la valeur, il crée de la richesse. Aujourd'hui, dans quelques jours, quelques semaines, vous avez vos compatriotes camerounais qui vont avoir accès à des iPhone 12 qui ne sont pas plus révolutionnaires que les autres, on va vous le vendre, mais néanmoins, ils ont une puce qui fait 5 nanomètres. La puce de 5 nanomètres, il faut comprendre que le 5 nanomètres, un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Et dans cette puce, ils mettent 179 millions de processeurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'intelligence économique, la digitalisation, pas des savoirs, mais de l'économie, des rapports humains, eh bien, est en cours. Et il faut absolument... De tout, finalement. Voilà, de tout. Mais c'est très important parce que tout récemment, j'ai eu un jeune qui avait déjà un master, un jeune Gabonais, et qui est venu refaire un master chez nous pour être plus employable. Et malgré un an d'efforts considérables, c'est un jeune très intelligent, très volontaire, eh bien, il n'a pas réussi à récupérer à 26 ans d'absence de digital. De retard, en fait. Voilà, ça veut dire qu'il n'a jamais été initié au digital. C'est-à-dire qu'il n'est pas employable ni dans une banque européenne, ni une banque américaine, ni une entreprise de quelle qu'elle soit, parce qu'il ne sait pas ce qu'est une CRM, etc. Et donc, si nous voulons un monde plus ouvert et un peu plus équitable, il faut que les niveaux soient standardisés. Et c'est pour ça que le digital, je pense objectivement qu'il y a un effort très considérable à faire et que nous devons, par contre, prendre la mesure de la situation. Par exemple, tout le monde n'est pas équipé d'un support digital, un terminal digital, que ce soit un smartphone ou un ordinateur. Et donc, dans ce cas, il faut peut-être mettre des conditions, livrer des ordinateurs, réseauter ces ordinateurs pour que les gens puissent avoir accès librement dans des bibliothèques, dans des écoles, à ces informations. Et après, ceux qui ont des smartphones, or vous avez un taux d'équipement de la jeunesse qui est très élevé en smartphone, eh bien, indépendamment des taxes que vous faites sur le sujet, mais je ne veux pas être polémique, eh bien, ces jeunes vont avoir accès depuis leur smartphone à tous ces cours, librement. Le programme, c'est Entretien sur CAMNews 24, Madame, Monsieur. Comme invité, dans le cadre de cette nouvelle édition, Hervé Diaz, il est le président du groupe École de commerce de Lyon. Il est surtout notre invité. Alors, quels sont les différents cursus que l'on retrouve, que propose l'École de commerce de Lyon? Alors, ce sont à peu près tous les cursus qui sont traditionnels dans toutes les écoles de commerce, c'est-à-dire que tous convergent. Nous ne formons que des dirigeants, nous ne formons pas des techniciens. Donc notre métier, ce n'est pas de former des techniciens, nous faisons très peu de BTS ou ce type de choses, nous formons des dirigeants. Pour cela, les 3 premières années, on est sur un système européen qui est dit LMD, licence, master, doctorat. C'est depuis maintenant une dizaine d'années en France, c'est le système qui préside dans toute Europe et également en Afrique et par incidence aux États-Unis. Donc ce système LMD, vous devez comprendre que les techniques sont acquises pendant la licence, c'est-à-dire pendant les 3 premières années du bachelor ou de la licence. Si on devait faire une allégorie sur une course de vélo, les 3 premières années, on va apprendre à pédaler. En 4e année, en master première année, on va apprendre la stratégie opérationnelle. Donc ça veut dire que vous allez faire des managers opérationnels. Vous allez non plus être dans le peloton en train de pédaler, vous êtes dans la voiture de course qui vous dit attention, dans 2 virages, il y a une descente, il y a une montée, etc. Donc votre niveau de regard s'élève, vous voyez plus loin, mais par contre vous êtes un peu moins opérationnel. Et enfin en dernière année, en Master 2, puisque c'est le cycle principal, eh bien en Master 2, vous êtes dans l'hélicoptère et vous allez voir la course d'après. Donc vous avez un regard à 360 degrés, mais par contre bien évidemment, quand on a un regard à 360 degrés, nous ne pouvons pas être technicien et expert en tout. On peut discuter avec un expert comptable, un avocat, parce que nous sommes juristes, nous sommes financiers, mais nous n'aurons pas le degré d'expertise de quelqu'un qui travaille cette discipline tout le temps. Donc tous nos étudiants sont invités à passer 46 spécialités à leur choix, marketing, RH, les choses traditionnelles, mais tous passent d'abord un MBA, c'est-à-dire tous sont formés à être des patrons d'entreprise ou des patrons de services. Pour cela, ils sont obligatoirement des juristes et des financiers, c'est-à-dire que vous pouvez être un marketeur ou un logisticien, ou un directeur des ressources humaines. Mais si vous êtes un directeur des ressources humaines qui ne sait pas lire son bilan, vous ne pourrez jamais défendre une embauche à 20-30 000 euros devant votre conseil d'administration. Et donc, vous serez subordonné à une direction financière. Donc, si vous voulez être réellement un cadre dirigeant, que ce soit RH, logisticien, financier ou autre, vous devez avoir une culture juridico-financière très élevée. C'est vraiment le fondamental. Et après, par contre, vous devez développer l'expertise en modernité. On va arriver à une question peut-être qui fâche,
quelque part, mais il faut bien qu'on y arrive. L'école de commerce de Lyon ne forme pas les techniciens, elle forme les dirigeants. Voilà. Une formation qualitative équivaut à un coût, forcément. Alors, est-ce que pour les pays tropicaux comme le Cameroun, cette problématique a été envisagée suffisamment? Oui, alors suffisamment, je ne sais pas. Elle est envisagée, elle est prégnante. Quand nous arrivons ici, nous constatons des difficultés. Je vous disais, avant de venir ici, j'étais à l'université de Bangui et les capacités d'accueil de nos cours doivent aussi être élevées. C'est-à-dire que le téléchargement, ce type de choses, ce sont des choses qui sont importantes. La qualité des profs n'est pas en question, puisque nous avons la même qualité des profs que vous soyez aux États-Unis, à Lyon ou à Douala. Les profs sont tous des Bac+5, des docteurs, ils ont tous une connaissance et une méthodologie de travail qui est importante. Là où il va y avoir une nécessité, c'est l'actualisation. L'avantage des supports digitaux, c'est qu'effectivement, nous actualisons en temps réel l'information et les cours. C'est-à-dire que nos cours sont actualisés le mois dernier, mais pas il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Donc ils restent actualisés, ils ne sont pas caducs. Ça, c'est l'intérêt. Ensuite, les conditions vont évoluer et vous me posez une question du coût d'une formation. Le coût d'une formation peut être appréhendé de plein de choses différentes. Ce que nous a demandé de raisonner le président Fadil, c'est de diffuser gratuitement l'information et de permettre une diplomation qui, elle, permet des carrières internationales, des carrières dans des grands groupes et internationales. Le diplôme, malheureusement, ne fait pas la qualité des gens, mais le diplôme est une clé qui permet d'accéder à un niveau de poste que vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas de diplôme. C'était avant qu'on pouvait avoir une carrière de self-made man, c'est fini, ça n'existe quasiment plus. Un peu comme un moine que l'on doit reconnaître à première vue, il faut qu'il ait la soutane. C'est ça, c'est exactement ça, et on ne vous donnera pas votre chance si vous ne présentez pas cette soutane, c'est-à-dire un diplôme. C'est exactement ça. Par contre, ce n'est pas le diplôme qui vous rend plus intelligent. Et c'est là où nous allons être disruptifs par rapport à ce qui existe dans le système éducatif traditionnel, c'est que nous n'avons pas la prétention de penser, et nous ne pensons même pas une seule seconde, que le diplôme va permettre un emploi. C'est donc la responsabilité de l'École de commerce de Lyon et donc de ses partenaires de trouver l'emploi aux jeunes diplômés. Et notre responsabilité, elle ne s'arrête pas à remettre un diplôme. Elle s'arrête même pas quand on a trouvé le premier poste. Les jeunes qui ont 20-25 ans sont tous beaux comme des camions, ils sont beaux comme des dieux, ils vont travailler 70 heures par semaine pour des rémunérations qui sont tout à fait raisonnables. Et donc, ils sont faciles à placer. Ils sont faciles à placer si on fait cet effort-là. Si on ne fait pas l'effort de les placer, ils vont rester, ils n'ont pas les clés ni le réseau pour fonctionner. C'est pour ça que le réseau est extrêmement important. J'ai coutume de dire, je l'ai encore dit tout à l'heure, que séparément, nous sommes tous des lutins, tous des nains, nous sommes des gens petits. Collectivement, nous sommes toujours aussi faibles et petits. Mais collectivement, nous sommes forts si nous sommes sur les épaules d'un géant. Le géant en question, c'est le groupe. Pour cela, il faut que les Camerounais, et notamment, je m'adresse aux Camerounais du Grand Nord, puisque j'ai l'honneur d'être invité par leur leader, ces Camerounais du Grand Nord, eh bien, ils doivent trouver cette cohésion pour permettre l'émergence des énergies, des entreprises, des savoirs, et fluidifier leurs affaires entre eux. Tout à l'heure vous me parliez du groupe École de commerce de Lyon, ce qui nous distingue d'autres écoles, c'est que nous ouvrons quasiment un campus par mois dans le monde. Nous sommes présents sur tous les continents. Aujourd'hui, j'ai ouvert, hier j'étais donc avec le président Touadéra en Centrafrique et l'université de Bangui, le recteur de Bangui, nous ouvrons un établissement à Bangui. Vous en comptez combien d'établissements en 2020? De campus. Ça en fait 11 campus de plus. De plus? De plus. Cette année 2021, universitaire. J'ai ouvert le Sénégal il y a 2 mois. Nous allons à Tokyo, Saint-Pétersbourg. Enfin, la tournée africaine s'arrête avec le Cameroun pour l'instant et nous reprenons sur nos tournées asiatiques et européennes. Sur le continent africain, vous avez combien de campus? Alors nous sommes présents à Tunis, Sénégal. nous avons le Sénégal. Nous avons mis en... Comment? RCA. RCA, ça sera fait dans 15 jours, 3 semaines, puisque j'étais hier pour voir s'ils avaient besoin comme matériel à livrer. Mais c'est très particulier en RCA, puisque c'est une demande du président Touadéra, et donc c'est quelque chose de public. C'est un partenariat public-privé. Et donc du coup, nous avons monté quelque chose en Côte d'Ivoire, mais il y a une complexité politique en Côte d'Ivoire qui fait que nous avons ce campus qui est en demi-teinte actuellement.
Et puis, donc, les Tunis, Sa Majesté le Roi nous a demandé d'ouvrir un campus au sud du Maroc. Voilà. Donc, et pour l'Afrique, ça suffira. Je vous avouerai que je dois aller aussi en Tanzanie et au Kenya, où la présidente, la rectrice est une amie. Et donc, on va voir un peu des territoires anglo-saxons. Mais pour l'Afrique, ça suffit. Là, je dois aller au Népal ouvrir, en Inde. On a quand même beaucoup d'enjeux autres. Bon, voilà, donc nous sommes avec Hervé Diaz, qui est le président du groupe École de commerce de Lyon. Nous échangeons avec lui sur les offres de formation offertes par cet établissement qui forme dans l'entrepreneuriat, mais aussi qui favorise une accentuation, une transition facile pour ce qui est du digital. Alors, vous parliez tout à l'heure de créer des conditions d'emploi. Pourquoi? Parce que justement, vous estimez, vous avez fait le constat selon lequel il y a une rupture du système éducatif, entre le système éducatif et la vie professionnelle. Oui. Il n'y a pas cette transition facile qu'il devrait y avoir. Alors, encore une fois, c'est un problème de responsabilité. Je vais juste finir, parce que je ne fais pas de langue de bois, n'étant pas du tout ni politique, ni quoi que ce soit. Vous m'avez demandé le coût. Le coût d'une formation chez nous, c'est entre 4 500 et 14 000 euros. Mais c'est un coût en façade qui ne traduit pas la réalité des coûts de la formation. Un jeune qui va venir étudier à Lyon, ses parents vont devoir lui payer un logement qui est à 500 euros par mois le logement, pour une simple chambre. Il va devoir manger, il a ses coûts d'avion, donc les coûts périphériques. Une scolarité en France ou aux États-Unis, ça coûte pour les familles entre 15 et 20 000 euros par an, même si la scolarité elle-même est à 6 7 000 ou 8 000 euros. Donc tous ces coûts périphériques, c'est pour ça que notre système, que nous développons avec nos partenaires, avec l'ISMA notamment, c'est de dire, nous avons la même progression pédagogique partout dans le monde, les mêmes cours en même temps partout dans le monde. Le jeune peut faire 3 mois à ISMA, 3 mois à Washington, s'il obtient les visas, ce qui est encore une grosse complexité, surtout avec le Covid. Et évidemment, nous envoyons nos profs chez nos partenaires pour que nos profs se rencontrent et que nos étudiants se rencontrent. Nous avons des fraternités au sein de l'école, donc Alpha, Pi, Oméga, donc 7 fraternités. Et donc, bien évidemment, les fraternités également se déplacent dans les différents campus pour recruter les étudiants, parce que cette corpo permet de fluidifier les affaires de nos apprenants une fois qu'ils sont diplômés. Parce qu'après, ils seront aux affaires. J'en ai qui sont secrétaires d'État en Guinée, j'en ai d'autres qui sont présidents d'entreprise, des anciens étudiants, et ils recrutent d'abord des ECLiens. Et c'est ça l'enjeu, c'est d'apprendre non pas chasser en meute, je suis végétarien, alors je ne suis pas très sensible à la chasse, mais en tout cas, voilà, il faut travailler collectivement. Même l'émergence d'individualité, de fortune personnelle, etc., peut être permise grâce à un travail collectif. Et donc j'ai répondu au coût, mais par contre, encore une fois, je sépare l'accès aux informations de la diplomation. Mais le travail, c'est de développer des incubateurs d'entreprises pour favoriser la création d'entreprises. Donc ça, ce sont les partenaires qui doivent faire ça territorialement, c'est-à-dire permettre à ces jeunes qui ont des envies entrepreneuriales, eh bien, d'avoir des expertises juridiques, financières, comptables, etc., à demeure, qui vont les aider, pourquoi pas une adresse, où ils puissent émerger leur entreprise pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps qu'ils soient complètement autonomes et qu'ils puissent se développer. Donc vous comprenez bien que la diplomation ne suffit pas. Il faut s'occuper de la suite. Et pour toute la carrière. Pas quand ils sont jeunes et beaux et qu'ils vont travailler, parce que là, ils vont facilement trouver du travail, mais 10 ans, 15 ans plus tard, ils auront des valises. Ça s'appelle des enfants, un époux, une épouse. Et ces valises, eh bien, il faut les considérer parce que la carrière ne s'arrête pas à 30 ans ou à 40 ans. Donc ça veut dire que la communauté des alumni, des diplômés, doit être entretenue, s'entretenir et garantir l'emploi des suivants. L'enjeu, c'est l'emploi. Il n'y a que l'emploi. Alors, avant de revenir, par exemple, au mécanisme mis sur pied par l'école de commerce de Lyon pour s'assurer d'une espèce d'harmonisation de l'acquisition des savoirs, puisque l'école de commerce a plusieurs campus, oui. Il faudrait qu'on sache comment est-ce que la progression se fait au niveau de l'acquisition des savoirs. On va y revenir. Mais avant, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question de savoir ce que vous offrez à la CGN, Association de la communauté du Grand Nord, dans ce partenariat. Typiquement, là je vous parle d'un cas précis, le cas de l'association des jeunes de la CGN qui sont nombreux, qui sont des futurs universitaires, des bacheliers et aussi même des universitaires. Alors, ce que nous allons offrir, mais nous allons finaliser avec votre superviseur général, le président Fadil, ce que nous offrons, c'est un accès
mais qui sera géré par la CGN, puisque nous ne pourrons pas, nous sommes une entreprise privée, donc nous ne pourrons pas travailler à perte, nous pourrons livrer ce que nous avons produit gratuitement, mais nous ne pourrons pas générer des coûts permanents de manière gratuite. Vous comprenez que l'on a un équilibre financier à trouver. Et donc la vocation d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Mais par contre, l'amitié que nous avons avec le président Fadil nous invite à ouvrir largement nos capacités et nos plateformes à tous les jeunes. Donc ce que je propose, et on va en discuter, c'est d'ouvrir les droits de cette plateforme digitale, de cette université en ligne où il y a 1000 cours en sciences de gestion, sciences juridiques, sciences politiques, 1000 cours, c'est-à-dire 200 cours par année, première, deuxième, troisième année. Nous allons ouvrir ces 1000 cours à la totalité des étudiants et des jeunes de la CGN, quel que soit leur cursus, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient paysans, qu'ils soient ce que vous voulez. Ensuite, nous n'avons pas, évidemment, la candeur de croire que tous ont la capacité d'être suivis. Ce qu'il faudra, c'est que la CGN ou notre partenaire ISMA, eux, génèrent les codes d'accès, parce qu'on a des problématiques de droit, évidemment. Vous comprenez bien que chaque cours génère des droits pour les enseignants, etc. Donc, c'est notre partenaire et la CGN qui généreront les droits d'accès, les formes d'accès à ces jeunes. Après, sur certains, j'espère que sur plusieurs villes, on pourra envoyer quelques ordinateurs et des supports physiques, des clés USB, des choses comme ça, pour que les jeunes puissent aller dans des écoles, des bibliothèques où on pourrait faire un espace digital. Donc c'est un peu ça l'enjeu, c'est qu'on se donne un an pour comprendre la configuration du terrain à l'aide de nos partenaires, la CGN et ISMA, puisque nous sommes en partenariat avec ISMA pour la codiplomation, donc c'est un autre sujet. Mais pour la diffusion de ces savoirs, l'accompagnement et la production de support, eh bien, nous allons faire ça gratuitement pour la CGN, ce qui fait que ça ne génère pas de coûts pour la communauté. Donc nous ne prenons rien, je paye mon hôtel, je fais ce que j'ai à faire. Nous payons nos avions, je répugne aux invitations, non pas que j'adore mes amis, mais j'essaye d'être indépendant financièrement, et c'est simplement parce que nous avons tous intérêt à avoir une communauté la plus élargie possible, une diaspora la plus présente sur le monde pour pouvoir fonctionner et que chacun se connaisse et interagisse. Alors, je reviens à ma question. Y a-t-il un mécanisme de suivi progressif des parcours pédagogiques de manière à ce que l'étudiant qui suit les cours formulés par l'école de commerce de Lyon sur le campus de... J'ai dit n'importe quoi. Hein. Oui. Au Cameroun, celui qui est à Washington, celui qui est au Sénégal, celui qui est à Washington, au Sénégal, puisse avoir le même suivi progressif, le même niveau d'acquisition de savoir et en temps réel. Alors ça oui, pour ceux qui sont inscrits chez notre partenaire en présentiel. En fait, tous nos partenaires en présentiel, eux, ils offrent une codiplomation, un double cursus à leurs étudiants. Ceux qui le souhaitent peuvent avoir le cursus École de commerce de Lyon. Dans ce cas, ils vont recevoir des cours toutes les semaines, indépendamment de la production des cours qu'ils ont sur place, et ils vont avoir des examens toutes les semaines. Des examens qui sont en ligne notamment et dont ils ont le résultat immédiatement. À la seconde où ils ont fini leur examen, ils ont leur résultat, ce qui nous permet de valider la production pédagogique. Évidemment, si tout ça c'est piloté depuis Lyon, c'est-à-dire pas depuis notre coordination pédagogique. Si un jeune est inscrit chez nous et ne répond pas aux examens à 1, 2, 3 reprises, il sera exclu du dispositif puisque vous avez compris que ça génère chez nous un suivi, donc des coûts, donc de la main-d'œuvre, etc. Donc nous accompagnons les jeunes qui le souhaitent, mais les jeunes qui ne trouvent pas le chemin du travail ne vont pas pouvoir fonctionner avec nous. Nous sommes une école qui est quand même difficile et qui est compliquée. Le Cameroun a des avantages, c'est que vous avez une culture anglo-saxonne et une culture francophone, notamment, pas simplement évidemment. Je n'oublie pas le Sango et ce qu'est l'arrêté du Cameroun, mais qui est très particulière d'ailleurs en Afrique, hein, puisque la construction de votre nation est originale. Et donc du coup, vous avez l'avantage d'avoir la maîtrise de la totalité de nos cours. Nous avons des cours en russe, des cours en chinois, etc. Donc nous travaillons sur 7 langues. Et donc bien évidemment, vos jeunes apprenants, ceux qui auront un libre accès, eux vont devoir travailler un peu par eux-mêmes. C'est un peu comme s'ils entraient dans une bibliothèque, ils en prennent ce qu'ils veulent. Par contre, ceux qui sont inscrits sur les formations diplômantes, eux, ils ont un suivi pédagogique qui est piloté depuis Lyon, indépendamment du partenaire. C'est-à-dire que nous rythmons depuis Lyon et tous nos campus, que ce soit Dubaï ou ailleurs, sont au même rythme. Ça veut dire qu'un étudiant, s'il va 2 mois, mon major de promotion l'année dernière, des Master 2, le jeune Arnaud Maniveau, sur l'année dernière, il a dû faire 3 ou 4 campus.
Donc lui, il a pris le campus américain, campus chinois, campus vietnamien, enfin je ne sais plus quel campus il a fait, mais il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Il faisait 2 mois ici, 3 mois ici, 6 mois ailleurs, et il n'avait jamais 2 fois le même cours, puisque la progression pédagogique est centralisée. Alors, on comprend donc l'intérêt de l'école de commerce de Lyon, qui est aussi la diffusion des savoirs. Parce que quand on écoute ce que vous proposez à la CGM de manière amicale, grâce à l'introduction du docteur Mohamedou Bayo Fadil, on comprend également cette volonté non simplement d'amener les uns et les autres à la transition digitale plus facile, mais aussi à la diffusion des savoirs. Voilà, donc ça c'est pour le Cameroun, puisque le président Fadil Bayrou a souhaité quelque chose pour son pays et pour ses jeunes du Nord. Après, je serais injuste de ne pas citer un autre Camerounais qui est à l'origine de notre travail panafricain. C'est son Excellence Roger Nkodo Dang, qui est président du Parlement panafricain et qui est camerounais. Lui, en 2014, nous a invités à une convention avec le Parlement panafricain pour permettre l'émergence d'écoles, accompagner les écoles, que nous soyons pris en capital ou pas en prise en capital, que ce soit gratuit ou payant, n'était pas la problématique. La problématique, c'était d'accompagner un maximum d'écoles dans la création de cursus entrepreneuriaux. Parce qu'on partait d'un constat de se dire, en Afrique, nous avons une difficulté, là je parle plus largement, une vision qui est plus panafricaine, nous avons une difficulté, c'est que nous avons des élites, nous avons une masse travailleuse, mais nous n'avons pas de middle class. Nous avons des gens très riches et des gens très pauvres. Et malheureusement, la middle class est insuffisamment développée. Or, le partage de la richesse passe par la middle class et par la formalisation de l'économie. Et donc, du coup, Roger Nkodo Dang avait souhaité que nous développions cet entrepreneuriat pour que de plus en plus de créations de PME partout en Afrique se fassent afin de créer cette middle class qui permet l'émergence de plus de démocratie, de plus de partage, etc. Donc, deux points, deux focales qui convergent finalement au Cameroun, puisque ce sont deux élites camerounaises, puisque le docteur Fadil Bayrou, avec qui j'ai beaucoup d'affection et nous avons en partage beaucoup de valeurs morales, et Roger Nkodo Dang, qui a une vision panafricaine du fait de sa fonction de président du Parlement panafricain, et qui lui qui a une vision pour l'Afrique, et qui a une vision de développement, mais de développement juste, c'est-à-dire, c'est pas être collectiviste que de demander de la justesse, mais pendant des années, vous avez eu un seul interlocuteur. Pour la plupart des pays d'Afrique, ça pouvait être un interlocuteur anglais quand vous étiez au Commonwealth, ça pouvait être un interlocuteur français quand vous étiez dans l'Afrique francophone, et finalement, vous avez une monnaie unique qui biaise un petit peu les conditions d'un développement équitable avec les autres continents. Je parle vraiment d'équilibre entre les continents. Aujourd'hui, l'offre est plurielle, c'est-à-dire que vous avez des Chinois, des Américains, des Turcs, etc., qui se proposent leurs services. Donc vous avez déjà un jeu concurrentiel qui s'est installé et qui est normalement au profit des nations. De cela, on rajoute une couche très particulière cette année qui s'appelle le Covid. Le Covid a complètement chamboulé, atomisé tout l'existant. On a renversé la table. D'avoir renversé la table, on est à la croisée des chemins et plusieurs futurs sont possibles. J'invite les Camerounais à prendre leur futur en main et s'axer vers une économie de demain. Vous avez évidemment la transformation, elle doit être capitalisée, parce que c'est très important d'avoir la transformation, mais vous avez des futurs possibles. Et soit on repart et on refait la même chose, soit effectivement on profite de ce Covid pour se dire tout ça finalement a redonné du sens à l'humain, un peu moins la mondialisation effrénée, et les nations peuvent profiter de cette opportunité pour finalement rééquilibrer leurs relations économiques. Un peu de résilience. Comment ? Un peu de résilience. Oui, beaucoup de résilience, c'est le moment, de mon point de vue. Par contre, il faut de la volonté, il faut du travail. Je pense que la valeur commune, ce sera quand même le travail. Il n'y a pas d'émergence sans travail. Voilà, encore faut-il laisser la capacité à nos jeunes de travailler. Alors, nous sommes toujours avec notre invité. Le programme, c'est Entretien ou Conversation libre à vous. Le président du groupe École de commerce de Lyon, Hervé Diaz, est avec nous au Cameroun. Nous évoquons avec lui les contours de la convention de partenariat signée avec l'Institut supérieur de management, ISMA, mais aussi de partenariat avec l'Association de la communauté du Grand Nord du Vouri, dont le superviseur général est le docteur Mohamedou Bayo Fadil. Alors, l'école de commerce de Lyon forme des dirigeants, c'est-à-dire que des créateurs
de la valeur ajoutée, comme on dit très souvent. D'entreprise. D'entreprise. Pas des dirigeants politiques. D'entreprise, bien évidemment. Alors, quand on suit la qualité des produits, quand on lit un peu, quand on observe la qualité des produits de l'école de commerce de Lyon, on s'interroge également, on ne peut pas ne pas s'appesantir sur les enseignants qui dispensent les cours. Alors, quel est le profil, je veux dire, quel est le profil, la diversité pour que la formation soit si soutenue et si prisée? Alors, nous avons des profils pluriels, c'est-à-dire que nous n'avons pas un corps d'enseignants qui est homogène. Pour faire simple, nous aurions à peu près 3/3 des enseignants qui sont enseignants par exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils ont un métier, ils sont magistrats, huissiers, je ne sais trop quoi, pourquoi pas hommes politiques, industriels. Et eux, ils vont donner des cours par plaisir. Ils seront rémunérés évidemment, parce que le droit français nous invite à le faire, mais la contrainte pour eux n'est pas une contrainte alimentaire, puisqu'ils ont une carrière à côté et ils sont là pour transmettre. Ceux-là sont très intéressants pour nous, sont très importants. Par contre, ce ne sont pas forcément des pédagogues, ce sont des professionnels. Et vous comprenez que vous pouvez être un expert, un bijoutier ou autre chose, si vous n'arrivez pas à transmettre l'information, ça ne suffit pas. Il y a un problème. Voilà. Ensuite, nous avons des enseignants qui sont des enseignants universitaires, notamment nous avons des professeurs HDR, habilités à diriger la recherche, qui méritent de carrière, qui ont une très riche carrière, qui ont eu des chaires d'économie ou de sciences politiques dans les grandes universités. Ceux-là sont très intéressants pour les savoirs. C'est-à-dire qu'ils vont donner une méthodologie d'acquisition, de confrontation de l'expérience, des connaissances. Donc cette méthodologie d'acquisition des connaissances est très importante. Pourquoi? Parce que la difficulté, c'est que comme le processeur actuel est de dire qu'il y a une finitude au diplôme, et c'est un mensonge, parce que si la personne qui est diplômée, elle arrête son acquisition de connaissances quand elle est diplômée, en 1 an, 2 ans, elle est caduque. Parce que les connaissances, elles évoluent tout le temps. Déjà, la caducité de la connaissance, elle est intrinsèque à la connaissance. C'est-à-dire que quand nous donnons un cours, nous ne parlons que du passé. Et c'est très difficile de projeter un jeune dans les 30 ans, 40 ans, 50 ans qui vont suivre. Parce que le jeune, il ne court pas un 100 mètres, il court un marathon. Et il est au début du marathon. Et les difficultés vont arriver. Et évidemment, au début, il va être beau comme un astre, avec une énergie phénoménale, mais après, et il sera peu cher parce que peu expérimenté, ce sera un junior, si vous préférez, en termes d'affaires, mais après, il va avoir des contraintes familiales, voilà, à 30, 40 ans, il a des contraintes familiales qui vont le rendre un peu moins bankable pour l'entreprise et qui vont le déqualifier parce qu'il va avoir des très fortes rémunérations et pour le même prix, on aura 3-4 masters. Donc, à un moment, l'entreprise va se dire, je vais écréter mes hauts salaires, et je vais embaucher 3-4 masters à la place de monsieur de 40-50 ans. Et après, ça devient très difficile pour cette personne. Parce que vous savez, dans les niveaux de rémunération, on crante et c'est très difficile de revenir en arrière. Quand on a vécu un rythme de vie, c'est très difficile de redescendre. Donc, pour éviter cet écueil-là, ce qui va faire la valeur ajoutée de la personne dans le temps, ça va être, son actualisation des connaissances, c'est ce que permet le professeur universitaire, d'avoir des méthodes d'actualisation de connaissances, et 2, le réseau. C'est-à-dire que les 4 jeunes qu'on pourrait embaucher pour le même salaire de 5-10 000 euros d'un cadre dirigeant, eh bien, ce même jeune, il n'aura pas le réseau de quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans et qui va fluidifier ses affaires. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est très important, le réseau et les interconnexions dans les autres pays, parce que maintenant, le marché est mondial. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons donc ces 2 type de professeurs professionnels qui donnent une expérience et qui donnent un réseau à nos étudiants, parce qu'ils sont magistrats, donc nos étudiants connaissent des gens dans le sérail, dans l'industrie, dans la banque, dans des choses comme ça, et 2 des profs, des théoriciens de l'acquisition de l'information et de la connaissance, qui sont très importants pour pouvoir actualiser ces connaissances tout le long de sa vie et de sa carrière. Et entre ces 2 profils, nous avons des professeurs professionnels, donc qui ont raisonné la didactique, qui sont des professionnels devenus enseignants. Quelle que soit la profession, c'était des chefs d'entreprise, ils sont devenus enseignants parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont passé à autre chose, ils ont réorienté leur carrière. Et ceux-là sont intéressants parce qu'ils ont plus de didactique, puisqu'ils ne font que donner des cours, donc du coup ils ont une didactique, ils ont une pédagogie, si vous préférez, une méthodologie pour transférer les informations. Et ce sont des gens qui ont quand même une expérience du terrain, ce que n'ont pas les universitaires. Les universitaires, ils ont une connaissance qui est livresque. Je vous donne un exemple. Vous pouvez lire le Cutler du marketing. Cutler est un grand professeur de marketing américain. Vous pouvez avoir une connaissance livresque du marketing tout à fait phénoménale. Si vous ne savez pas coder un site internet,
Si vous ne savez pas comment fonctionne, si vous n'avez vous-même pas la capacité de savoir le temps de lecture, le taux de rebond, etc., et de pouvoir raisonner ça techniquement, vous serez qu'un singe savant. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas donner de l'opérationnalité à vos connaissances. Et c'est là que nous allons distinguer des universités. Les universités, leur boulot, c'est de transférer les savoirs. Nous, notre boulot, les savoirs, c'est un tiers du boulot. Le deuxième tiers, c'est les savoir-faire. C'est pas le tout d'avoir des connaissances, il faut savoir les exploiter dans une entreprise. Donc nous, dès la première année, nos jeunes créent une entreprise. Et chaque année, ils en créent une. Ensuite, le troisième tiers, c'est le savoir-être. Pour durer, il faut savoir-être. C'est-à-dire, il faut être correct, il faut être à l'heure, il faut être exemplaire. Et nous avons une maxime, la devise de l'école, du groupe, c'est « Cor unum et anima una ». Un seul cœur, une seule âme. La première chose du savoir-être, c'est la bienveillance et la conscience de l'autre. C'est-à-dire que vous devez comprendre que l'autre existe, l'accepter avec ce qu'il est, et trouver l'axe de bienveillance pour interagir avec lui. Et c'est ça que doit faire une école de commerce, c'est créer des... Si vous allez dans les écoles françaises, vous avez assez peu ce travail-là. Mais les grandes écoles américaines, vous allez à Wharton, vous allez à Harvard, pour les plus connus, Wharton, vous avez 80 000 MBA dans le monde qui ont tous 142 QI et qui sont tous PDG. Et ils interagissent. Et ça fait une force phénoménale. Donc, cette corpo des étudiants, vous l'avez déjà avec le Grand Nord. Vous avez la communauté du Grand Nord. Cette communauté, c'est une corpo. C'est des gens qui interagissent, qui ont une communauté de cœur et d'intérêt. Si à cela, vous associez cette communauté économique, c'est-à-dire un soutien, une bienveillance, des affaires qui se fluidifient ensemble, eh bien, vous allez avoir les conditions de l'émergence d'un développement économique fort. Et c'est ça l'enjeu, c'est d'avoir des savoirs, des savoir-faire, du savoir-être. Voilà donc avec Hervé Diaz, président du groupe École de commerce de Lyon. Alors, on sort de ce programme avec une petite articulation que j'ai voulu axer sur le doctorat honoris causa qui est délivré par le groupe École de commerce de Lyon et qui fait des émules, qui est reconnu et qui véritablement suscite l'admiration des uns et des autres. Quand on regarde un peu le listing, le background, quand on regarde un peu, comment dirais-je, la résonance de ceux qui ont été distingués. Alors, je m'avais posé la question de savoir pourquoi le doctorat honoris causa. Je parle par rapport à, pour le cas de l'école de commerce de Lyon. Alors, le docteur honoris causa, donc c'est une distinction, ce n'est pas un diplôme. Une distinction, Cette distinction, c'est quelqu'un qui, par sa carrière, par ce qu'il a fait, s'est distingué des autres. Il a fait des grandes choses pour le collectif. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est social, ça ne veut pas dire que c'est Sœur Emmanuel ou je ne sais trop quoi, mais puisque nous sommes, vous avez compris, une école de commerce, ouais. Donc nous nous occupons d'affaires. Par contre, nous avons, dans tous nos programmes, nous avons une sensibilité à la durabilité. La durabilité, c'est la convergence de l'économique, du sociétal et du social, et de l'écologique. L'écologie seule ne permet pas l'émergence du développement. Le social seul, on a fait l'expérience en Russie pendant un siècle, ça ne permet pas, ça ne fonctionne pas. Et l'économique seul, l'ultralibéralisme, ça ne fonctionne pas non plus, ça crée ce fameux gap entre les très riches et les très pauvres. Donc il faut cette convergence de la durabilité. Vous avez un... alors là pour le coup c'est un hasard parce que vous me demandez ça, mais j'ai emprunté tout à l'heure des journaux où je vois mon ami Bayrou Fadil qui fait un discours sur une île que je ne connaissais pas, alors pour tout vous dire, l'île Mississippi, à Douala 6, et il fait un discours sur la responsabilité en tant que citoyen des Camerounais et sur leur responsabilité par rapport à leur environnement, notamment à l'écologie, etc. Il faut bien comprendre que nous construisons un monde pour demain. Nos plus jeunes, évidemment, pour la plupart, ne sont pas encore parents, mais pour ma part, moi j'ai des enfants. Je suis plus près de l'arrivée que du départ. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'ils soient dans un monde plus bienveillant. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'ils aient moins de souffrances qui leur jaillissent au visage. Et donc, bien évidemment, cela, ça passe par la durabilité, c'est-à-dire à se projeter sur les conditions d'un développement plus loin, plus durable. Ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas d'argent. Vous pouvez très bien gagner de l'argent. Juste pour vous donner un petit exemple, la France a pris le Covid.
Donc c'est pour ça que je vous dis, le secteur public, c'est très bien. Si le secteur public savait gérer, ça serait. Et ça ne se fait pas forcément. Nous avons un budget en France qui fait à peu près 350 milliards d'euros. Je ne parle pas de l'année 2020 Covid, mais l'année 2019, quand nous avons voté le budget un an avant la réalisation des dépenses, donc le budget, vous avez compris que c'est les dépenses qui vont venir pendant la loi de finances, nous acceptons un budget de 350 milliards avec 91 milliards de déficit. 2000 milliards, un peu plus de 2000 milliards de dettes. Ça veut dire que nous hypothéquons, vous avez bien compris, les générations à venir. Cette année, ce petit déficit de 91 milliards, c'est-à-dire à peu près un peu plus d'un quart de la totalité du chiffre d'affaires et de la recette de la Maison France, est passé à 150 milliards avec le Covid. 10 points de croissance en moins, 150 milliards d'endettement. Ça, c'est la réalité. Je veux bien qu'on me parle de l'endettement, des moratoires pour la dette en général, les dettes souveraines des pays africains, etc. Mais après, j'essaie de regarder devant chez moi et de balayer devant ma porte et je me dis, aujourd'hui, est-ce que raisonnablement, évidemment qu'il faut relancer l'économie, évidemment qu'il faut, sur ce budget à venir 2021, nous allons avoir quasiment 40-50 milliards, c'est-à-dire 15% juste pour la durabilité, l'écologie et l'emploi. Donc c'est essentiel. Chez moi en France. En France. Ouais. Je parle en euros. Oui. Mais simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, le budget de l'État français, et c'est le même pour tous les pays d'Occident quasiment sans exception, je ne parle pas de la Norvège qui a des capacités différentes de quelques pays qui sortent du lot, mais la plupart des pays occidentaux, eh bien, et je ne parle pas de l'Allemagne non plus, le budget de la Maison France, si je prends les postes de tous les ministères, le premier poste budgétaire qui est plus important que le premier des ministères, qui est le ministère de l'Éducation nationale, c'est les intérêts de la dette. Ça veut dire que les seuls intérêts de la dette que nous payons en France cette année sont les intérêts, je ne parle pas du capital de la dette. Le capital, on relance plus tard aux générations après, à vos enfants, aux enfants de vos enfants. Mais ces seuls intérêts de la dette, eux, eh bien, ils vont être supérieurs au ministère de l'Éducation, c'est-à-dire de l'éducation à 10 millions de jeunes en France. Voilà, de cela, nous devons tous prendre notre part de responsabilité et faire en sorte que nos jeunes aient l'éducation auquel ils ont droit. Et je profite de l'opportunité qui nous est donnée par le président Bayrou Fadil pour amener à notre modeste concours. Nous ne sommes pas une grande école, nous sommes une école qui fait ce qu'elle a à faire sur les territoires où elle est autorisée à intervenir. En tout cas, nous sommes une école où nous avons beaucoup d'affection et d'intérêt pour nos étudiants. Et avoir de l'affection et de l'intérêt pour nos étudiants, c'est raisonner leur avenir, pas simplement leur diplôme, leur avenir. Offrir des formations pour une économie inclusive en favorisant la transition digitale, c'est bien évidemment la tâche à laquelle s'attelle l'école de commerce des Lions, le groupe École de commerce des Lions, dont Hervé Diaz en est le président. Alors, président, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci pour tout. Merci d'être venu au Cameroun. Et s'il y avait un dernier mot à dire, quelque chose à dire à l'endroit des jeunes de l'association de la communauté du Grand Nord, que leur direz-vous? Je leur dirais, mais je pense qu'ils en ont déjà conscience, qu'il y a quelqu'un qui veille sur eux, sur ce territoire. C'est le président Fadi Bayrou qui est animé, je ne veux pas dire que c'est un visionnaire, mais c'est quelqu'un qui a des envies pour sa nation. Le seul mot que je vais avoir, c'est de vous remercier, vous, de l'honneur que vous nous faites de venir répondre à vos questions, puisque c'est vous qui nous honorez, et simplement de vous dire que nous mettons à votre service dans notre modeste participation pour vous accompagner sur ces sujets-là. Et donc ces jeunes, simplement leur dire prenez votre avenir en main, il vous appartient, c'est 50, 60 ans de votre vie qui vous reste à vivre économiquement, eh bien vous en ferez ce que vous voudrez. Si vous travaillez, en tout cas vous avez quelqu'un, la personne de Fadi Bayrou, qui vous tendra toujours la main sur ce sujet-là. Je parle de l'humain. Le reste, je connais moins les affaires économiques, donc je ne sais pas s'il n'emploie ou pas beaucoup de monde, mais en tout cas, je connais l'humain, et l'humain, lui, il est généreux. Voilà, et donc je vous remercie. Ce qui lui a valu d'être élevé à la dignité de docteur honoris causa par le groupe École de commerce de Lyon. C'est ça, ce qui est plutôt rare. On n'en a qu'une trentaine dans le monde. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour de Yves Ansem Tadufo. Je pense à Abdouzra Alim, supervision générale de ce programme, MBF. Au revoir. Au revoir.